Alors aujourd'hui, on va parler, d'étudiants, communistes qui sont victimes de répression à cause d'AG pour la Palestine, à cause de sortes de tractages, de manifestations, de choses comme ça. Ça se passe dans le 13. C'est des militants, communistes du 13, donc que je vais recevoir à l'instant. Je vais les laisser se présenter parce que c'est toujours mieux que quand je les présente et quand ils doivent se représenter après. Donc je vous laisse vous présenter. Bon, bah, bonjour, merci Padu pour cette interview. Moi, je m'appelle François et je suis militant du coup à la Jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône et également je suis un militant syndicaliste sur la fac de lettres à Aix-en-Provence au comité de lutte et je fais partie des étudiants des deux étudiants là, qui sont à la cible de poursuites disciplinaires par Éric Berton, le président d'Aix-Marseille Université. D'accord, t'es étudiant en quoi? En lettres du coup, tu Alors, plus exactement, oui, enfin, je suis étudiant en fac de sciences, mais j'ai étudié pendant longtemps à la fac de lettres. Du coup, je milite et à tu la des fac de réseaux lettres. là-bas? OK. C'est ça. Mmh. Salut, moi c'est Marius, moi je suis ouvrier de réparation navale et je suis également membre de la JC et évidemment de la CGT aussi. Euh, et voilà, Évidemment de la CGT. Le gars, il se la raconte un peu, quoi. non, c'est que nous on pense que tous ceux qui travaillent ont intérêt à être syndiqués et que Bien sûr. notre syndicat, là où est notre place, c'est la CGT. Donc nous c'est quelque chose qu'on dit à tous ceux qui travaillent, c'est que le syndicat c'est la base pour se défendre et se protéger, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une évidence. Je suis bien d'accord, mais je pense que dans les gens qui nous regardent, ce sera pas tant une évidence que ça et justement, on les invite à se syndiquer, notamment à la CGT s'ils le peuvent. Ah, ça Heu, pourrait être un débat après intéressant à mener avec eux aussi, hein, y compris. Carrément, carrément. Donc du coup, toi, tu là en tant que membre de la JC, c'est ça? Tu Tout à fait. un poste Euh, particulier à la JC? Je suis le secrétaire fédéral de la D'accord. JC13, donc voilà, je fais le VRP de notre organisation aux OK, côtés. OK, OK. Bah, peut-être que François peut commencer déjà par nous raconter ce qui se passe un peu, étant donné que lui, il est mis en cause dans cette histoire de répression contre les étudiants. Raconte-nous un peu tout ça, s'il te plaît, François. Bah, du coup, bon, alors on pourra en parler de différentes manières, mais là, sur la Palestine en particulier, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une vague de répression vraiment très importante sur le campus, en tout cas sur AMU, sur Aix-Marseille Université. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, déjà, toute initiative, que ce soit des distributions de tracts, que ce soit des meetings, des rassemblements, des manifestations dans le campus ou des séminaires, même organisés par des doctorants ou des gens membres de l'université, c'est censuré systématiquement. À chaque fois, le prétexte utilisé, c'est une question de sécurité, des questions techniques. Par exemple, des fois, on appelait à des AG sur la fac, ils ont fermé d'avance des amphithéâtres avec un petit mot dessus en mode pour des raisons techniques, l'amphi est fermé, mais clairement, ils s'attendaient à qu'on fasse une AG dans tel ou tel amphi. Et du coup, c'est vrai que dans ce contexte-là, donc déjà, enfin, il y a un aspect aussi où à Aix-Marseille Université, dans le règlement intérieur, il y a une interdiction de tracter en dehors des périodes d'élection. Les élections, c'est de septembre à octobre, novembre, grand max, mais après, au-delà de ça, on n'a plus le droit de tracter. Et même, on n'a pas le droit de tracter sur des questions internationales, en particulier la Palestine. Surtout que il y a une double mesure sur Amus. C'est d'un côté, par exemple, sur la question de l'Ukraine, ils ont tout de suite eu des positions, des prises de position en soutien aux étudiants, aux réfugiés ukrainiens, etc. Sur la question palestinienne, rien. D'autant plus que, voilà, donc non seulement ils ont une position entre guillemets de neutralité, mais ils vont plus que ça, ils vont jusqu'à censurer, envoyer systématiquement les agents de sécurité. Et pour tout le mouvement, parce qu'en fait, depuis octobre dernier, il y a des comités palestiniens qui se sont fondés sur Saint-Charles, sur la fac de lettres à Aix. Nous, en tout cas, on y a participé. On a participé à toute action, toute initiative qui s'est passée sur le campus. Malgré les interdictions, bah, on a réussi à imposer la tenue d'AG, la tenue de rassemblement, parce que c'est pas parce que c'est interdit qu'il faut pas le faire. Il y a un moment, et du coup, aujourd'hui, là, on est un peu. Donc, il y a eu une mobilisation sur la fac de lettres. Ça n'a pas donné lieu jusqu'à présent à une occupation d'un amphi ou de la fac. Mais il y a comme un mouvement qui s'est lancé dans les campus enfin, Saint-Charles à la fac de lettres à Aix.
Et là, vu que, enfin, comment dire, ils ont du coup, pendant un tractage qu'on a tenu une après-midi sur la fac de lettres, ils ont envoyé un administrateur nous prendre en photo un peu en mode, genre, comme s'il allait à la cafette, mais il nous a pris en photo en mode secret. En Le espion. président d'AMU, ouais, c'est ça. Le président d'AMU, Eric Berton, a commencé à monter un dossier le 9 avril. Donc ça, c'était le 5 avril. Le 9 avril, on C'est a... même pas le président de la fac de lettres, là, c'est le président de l'université qui monte Oui, un c'est dossier ça. parce que vous tractez, quoi. C'est C'est tellement ça. débile, enfin. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que c'est une directive qui a été prise au Mm. niveau du ministère de l'Éducation, je crois, de l'enseignement supérieur et de la recherche plutôt. Ils ont dit, un peu après le 7 octobre, quand il a commencé à avoir un mouvement de solidarité avec la Palestine, ils ont dit tous ceux dans les universités qui font quoi que ce soit pour parler de la Palestine devront être poursuivis. Donc c'est une directive qui a été prise au niveau de l'État. Et là, c'est l'application qu'on est faite, quoi. De toute façon, on le voit même avec, tu vois, toutes les personnes qui se font convoquer pour des tweets qui sont même pas des tweets honteux en plus, ou comme Jean-Paul Delasco de la CGT 59, je Oui. crois, qui s'est pris 1 an de prison avec sursis pour un tract. Bon, le tract, il est un peu offensif, mais c'est même pas un tract. Moi, je trouve qu'il y a pas d'apologie de terrorisme, de crimes de guerre, de choses comme ça. Alors que dans le camp inverse, on entend des gens qui t'expliquent que les Palestiniens, c'est des animaux qu'il faut passer au lance-flammes, limite. Et puis là, il y a rien à dire, quoi. Donc on voit vraiment il y a une volonté réelle, sur la question de la Palestine, du moins, d'être très offensif, quoi. Il faut aussi Faire, savoir que faire Bertrand, actionnaire. il a eu aucun problème à faire le travail de la police à sa place. François, il parlait des initiatives là, qui ont été mises en place sur l'université. Il y avait un projet qui se faisait, je crois, internationalement même. Ça s'appelait l'Israeli Apartheid Week. Et l'idée, c'était qu'il y avait un mois dans lequel il fallait faire plein d'initiatives pour parler de la question palestinienne, des conférences. Donc il y a plein de gens qui s'en sont emparés dans Aix-Marseille Université, pas que nous d'ailleurs, hein, il y a d'autres orgas aussi. Il faut savoir que déjà tout a été interdit. Il n'y a pas eu une seule initiative qui a été autorisée. Et nous, on a essayé d'en tenir une malgré tout. C'était une conférence avec Pierre Stamboul, qui est membre de l'Union juive française pour la paix, donc je pense qu'on peut difficilement lui reprocher d'être antisémite, quoi. Sachant que c'est un peu toujours ça quand même qui était utilisé comme argument, quoi. Et au début, on avait très peur que ça soit la préfecture qui nous ponde un arrêté d'interdiction. Et au final, c'est Éric Berton qui le fait à leur place. Et il ne nous le dit pas clairement, mais en fait, il s'est fait appeler. Et pour que la préfecture ait les mains propres, c'est lui qui a pris la décision à sa place. Donc on l'a eu en direct devant la barrière. Ils ont quand même mis sous clé toute l'université de lettres en laissant une seule entrée, avec un checkpoint à l'entrée. Bizarrement, dès qu'on parle de la Palestine, c'est des réflexes qui trouvent très Ah, vite. il y a les checkpoints qui arrivent, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est vu refuser l'entrée. Le mec est docteur de l'université. C'est de ça qu'il parlait François tout à l'heure. Ouais. Et donc, nous, on a dit, on a pris le coup, c'est pas grave, on l'a fait dehors, sur le parvis. On sort les tables pliantes, les chaises. Et là, comme par magie, la police arrive. Et là, il nous explique que c'est dangereux ce qu'on fait pour l'espace public, la circulation. Et Oh. donc, bon, on le fait quand même. Mais bon, on a pu faire quoi, 20-30 minutes. Après, ils nous ont dit, bon, si vous partez pas, ça va mal se passer, quoi. Ouais, non, mais c'est chaud, hein, c'est chaud. En plus de ça, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a pas grand-chose au final, même dans l'université. Ce que j'ai compris, c'est surtout du tractage, du truc un peu. Enfin, c'est non violent. Il y a même pas vraiment d'occupation. Je comprends plus pourquoi issu avec Sciences Po qui est occupé que vous au final où il se passe. Enfin, je sais pas de quoi ils ont peur que ça dégénère en fait. Ils ont peur que ça devienne une vraie occupation. C'est ça le truc. En partie. Genre, déjà, ils ont peur qu'ils se fassent taper sur les doigts par le gouvernement ou quoi, parce que ils laissent les étudiants s'exprimer sur la question de la Palestine et compagnie. Et après, c'est vrai que, en fait, entraver une liberté d'expression démocratique sur le campus, c'est aussi nous mettre des bâtons dans les roues pour essayer de toucher les étudiants, les convaincre et essayer de construire une mobilisation qui prenne de l'ampleur et qui, effectivement, bah, tout mouvement étudiant finit par une occupation, parce que c'est notre seul outil de rapport de force pour obtenir des satisfactions sur des revendications. C'est le seul moyen en tant que nous, on a en tant qu'étudiant, quoi. Ouais. Ouais. Mais du coup, de ce que j'ai compris, là, il va se passer quelque chose. Je crois c'était quoi? C'était le 13 mai, un truc comme ça, où vous allez être convoqué ou quelque chose du genre. Faudrait peut-être que t'en parles, notamment s'il y a besoin de soutien, que des gens viennent, si des gens sont dans le 13 et tout.
Alors du coup, avec mon syndicat et la JC, on co-organise du coup un rassemblement le lundi 13 mai devant le siège du Pharo, le siège d'AMU au Pharo à Marseille, de 14h30 jusqu'à 18h30, mais c'est en fait, jusqu'à que moi je suis le deuxième à passer devant la commission de discipline, parce que c'est le jour J où on passe devant la commission. Et du coup, le rassemblement, il va être fini peu de temps après que je sois passé. Et du coup, sur cette commission de discipline, il faut noter que, bah, en gros, elle peut déboucher sur des sanctions. Et c'est quoi les types de sanctions possibles? Euh, donc, il y a 7 types de sanctions. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais en gros, ça peut aller de l'avertissement, le blâme, soit faire un sorte de stage, enfin pas un stage, mais enfin, en gros faire de l'associatif bénévole 15 heures par semaine obligatoire, un truc comme ça. Ça veut dire distribuer des tracts, sûrement. C'est fait déjà, mais bon, enfin bref, ça peut aller aussi de l'exclusion par sursis de la fac. Et après, tu as différentes formes d'exclusion plus ou moins définitives de la fac ou de tout l'enseignement du supérieur. Euh, et il faut noter que, enfin, il y a eu déjà des poursuites disciplinaires, mais à ma connaissance, il y en a eu un contre un prof l'an dernier parce il était dans le mouvement des retraites, il avait été un peu véhément, on va dire, contre des membres de l'administration en occupant des conseils. Mais sinon, pour un étudiant, ce n'est pas arrivé depuis 2017 où un étudiant euh, a eu des poursuites disciplinaires parce qu'il avait ouvert un bâtiment administratif de l'intérieur dans un MU et ça menait à une occupation d'un conseil. Euh, et au final, il n'y a rien eu. Donc, on pourrait se dire que juste pour avoir tracté sur le campus, normalement, on ne devrait rien avoir. Mais d'un autre côté, ça se fait dans un contexte de criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Ça se fait dans un contexte où il y a des poursuites disciplinaires qui se multiplient, notamment dans les Sciences Po à Paris, parce qu'ils occupent. Et du coup, il y a quand même, il y a un autre aspect, même si c'est pas dit directement, ils nous reprochent le blocage de l'an dernier, où on a occupé la fac pendant le mouvement des retraites en solidarité avec le mouvement ouvrier. Il faut savoir que, juste un petit mot peut-être là-dessus, on avait lancé l'occupation à la fac de lettres au moment où la préfecture avait annoncé la réquisition des raffineurs, DPF. des DPF. C'est le dépôt pétrolier de Fos. D'accord. Ah Et, oui, 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 je me souviens de cette histoire. Ouais, ouais, voilà. avec, j'avais fait des capsules là-dessus. Il y avait vraiment du monde à Fos-sur-Mer, ouais. Et ça a fait Ouais, du bruit parce que c'était un gros dépôt pétrolier, Fos-sur-Mer. Ouais, c'est un des plus gros de France. Il doit y en avoir une dizaine en France et c'est un de ceux-là qui est vraiment énorme, quoi. Hmm. Et en fait, bah, dès qu'ils ont été réquisitionnés, parce qu'ils étaient en grève, il faut savoir, DPF, c'est une entreprise privée, hein. C'est-à-dire que, alors, on est contre les réquisitions, quoi qu'il arrive, c'est la répression, hein. Mais normalement, la réquisition, ça se fait dans le public. Ouais. Là, c'est une Je me entreprise souviens privée. il y avait le camarade d'Olivier Batteux qui disait ça. Il disait, les mecs, faut savoir, soit vous libéralisez, auquel cas vous pouvez pas réquisitionner parce que c'est le privé, soit vous libéralisez pas, il y a une fonction publique et du coup ça veut dire qu'il y a un intérêt général et du coup on peut réquisitionner les gens. Mais c'est vrai que tu peux pas libéraliser et après dire, ah ouais, mais attendez, c'est d'utilité publique. Si c'est d'utilité publique, tu libéralises pas et tu privatises pas, quoi. C'est vrai que Exactement. ça avait pas trop de sens. Exactement. Et du coup, c'était en réaction à ça que l'occupation a été déclenchée pour dire, mais ça, c'est quelque chose, je pense, vu qu'on parle de répression, c'est intéressant de l'amener à ce moment-là dans la discussion. À chaque fois qu'on se fait réprimer, évidemment, on va faire les rassemblements de soutien, toute la solidarité, parce que c'est notre meilleure arme, mais il faut aussi qu'on déclenche plus de lutte. Il faut qu'à chaque fois qu'ils frappent l'un d'entre nous, ça leur coûte plus de lutte. Et Mm. donc, par rapport à la répression étudiante, là, bon, chez nous, dans le 13, ça reste relativement modéré, il faut le dire aussi, je pense. Là, à Sciences Po, je crois qu'ils en sont à plus de 70 personnes menacées de sanctions à Paris. Ça prend des grandes proportions. Bah, nous, en vrai, la réaction qu'on veut à chaque fois mettre là-dedans, c'est dire ah ouais, vous les touchez, eh ben, nous, on va utiliser ça pour aller déclencher plus de lutte. Et Mm. c'est pour ça que c'est pas malin ce qu'ils font non plus. Là, depuis que, à la fois, il y a tout ce qui se passe à Paris, mais qui en vrai est un écho aussi de ce qui se passe internationalement. Je pense qu'on doit le dire aussi sur la question du mouvement étudiant. Il y a tous les mouvements aux États-Unis qui se passent à Columbia, notamment, qui sont très regardés. Et ça fait bouger sur Sciences Po Paris, ça fait bouger ailleurs en France dans les facs. Bon, bah après, ce qui se passe à Sciences Po Paris fait bouger encore ailleurs. Ce qui se passe ici dans le 13 peut faire bouger aussi ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'on le prend. Et il faut savoir que je pense que je dis pas de bêtises si je dis que dans le 13, depuis qu'il y a cette répression-là chez les étudiants qui prend vraiment de l'ampleur, là,
ça n'a jamais autant bougé. C'est-à-dire qu'il y a des AG communes qui se tiennent entre les campus, il y a des perspectives d'action. En fait, ça cimente l'unité de tout le monde et la détermination aussi, puisque dans tous les cas, si on fait rien, on va tous perdre et puis on est quand même face à ce génocide on voit tous, quoi, on peut pas rester sans rien faire. Bon, bah voilà, la répression elle est tombée, maintenant on est face à ça, ben, on n'a plus d'autre choix, c'est juste on lutte. Et je pense que c'est important de dire quand même que la répression, il n'y a pas que le côté où on se prend des coups, quoi. C'est que déjà on en prend, mais on en donne aussi. Et puis ça nous donne la force au final. Et ces rassemblements de solidarité, c'est aussi des occasions de constater qu'en fait on est loin d'être seul et on est très nombreux à être là tous les uns pour les autres. Dans le milieu étudiant, mais pas que, parce que le milieu étudiant, nous en tout cas c'est comme ça qu'on le comprend, c'est qu'il est toujours connecté au reste. Les étudiants à eux seuls, ils n'ont pas tant de pouvoir en termes de rapport de force. C'est pas là que la production se fait. La centralité, ça reste les travailleurs. C'est eux qui ont les mains dans la production. Mais les étudiants, ils jouent un rôle important aussi. Il y a un côté très médiatique. Ça a du poids dans la société, la question étudiante. Et je pense, par rapport à tout à l'heure, tu disais comment ça se fait qu'ils vous frappent autant parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense que le capital et l'impérialisme, il est toujours comme ça. C'est qu'il réagit par la répression et il commet des erreurs sur ça. On faisait un rassemblement le 8 mai là, pour parler des crimes coloniaux historiques. On disait la phrase du général Diap qui va en Alger après l'indépendance et qui dit les impérialistes sont des mauvais élèves et on va les renvoyer à l'école. Mais en fait, c'est ça. C'est que la répression, elle est aveugle et elle frappe de partout parce qu'il y a une peur assez généralisée de la lutte et de la contagion, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette atmosphère-là, même dans le langage qu'on nous déploie. On a l'impression qu'on est une maladie qui va se répandre, mais en fait, c'est eux qui la répandent aussi en nous frappant tous et en nous mettant sous le marqueur commun. Et donc, c'est pour ça que l'unité entre tous ceux qui se font frapper, voilà, la solidarité, tu as parlé de Jean-Paul, il y a Rima Hassan aussi, bien sûr. Bon, bah voilà, elle est à la FI, on a nos désaccords. Par contre, sur cette question-là, il n'y a aucun. La solidarité, elle est entière et avec tous ceux qui sont frappés par la répression, à partir du moment où on a dit un mot ensemble, voilà, je pense que c'est une évidence qu'il y a. Et sur les étudiants, c'est le lien avec les travailleurs qui fait peur aussi, quoi. Parce qu'en fait, si on est enfermé chacun dans notre côté, on est moins dangereux parce qu'on peut être isolé, on peut se faire attaquer les uns après les autres. Mais par contre, quand on est tous unis et qu'on crée ces ponts-là, c'est là que ça les dérange parce qu'ils voient qu'au final, ils peuvent pas s'agripper à un côté. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils veulent casser, cette logique-là de solidarité. Le mouvement pour la Palestine, là, du coup, je parle plutôt pour Marseille, il est très riche, je pense, chez nous. Il y a un collectif avec pas mal d'organisations qui travaillent beaucoup ensemble et qui font plein de types d'initiatives. Alors, on a les manifs tous les dimanches, où il y a quelques milliers de personnes tous les dimanches qui viennent. Mais il y a plein d'autres types d'initiatives qui sont faites. Je crois qu'aujourd'hui, cette semaine, on en avait 3. Il y en a encore une demain et bien sûr la manif dimanche. Donc c'est aussi tout ça qu'ils veulent attaquer. Et d'ailleurs, la répression, elle est pas que sur les étudiants, on le sait. Tu as parlé des gens qui ont été convoqués. Il y a eu des manifs interdites. Il y a eu des coups de pression. Il y a eu des tentatives de discréditation avec tous les arguments possibles d'antisémitisme, de machin, etc. C'est une problématique d'ensemble qu'ils veulent attaquer. Mais il y a un truc que tu as dit qui était intéressant, c'est sur le côté, en fait, plus il y a de répression, parfois plus ça nous unit et plus ça nous renforce aussi. Et moi, je vois ça dans le sens où, tu sais, on dit souvent ça, que c'est le colon qui donne le niveau de violence. Mais c'est un peu ça aussi dans la lutte sociale. J'avais parlé d'ailleurs sur ma chaîne principale du concept de brutalisation à un moment donné. Et j'avais pris le concept de brutalisation, c'est de dire dans un État, en fait, plus il y a de violence de l'État, plus les gens sont violents. Et en fait, c'est des gens qui avaient remarqué que dans les États des États-Unis où on dit la peine de mort est autorisée, eh ben, il y a plus de violence qu'avant. Et ça paraît un peu débile parce que tu sais, le droitard de base, il se dit si on met la peine de mort, les gens vont arrêter d'être violents. Et en fait, moi je me suis imaginé dans une manifestation. Dans une manifestation, quand les flics te tapent pas dessus, en réalité ça se passe bien en général. Par contre, quand les mecs commencent à foutre 2-3 coups de matraque au pif et balancent des lacrymos, c'est là où tu te dis en fait tout est permis, tu vois. Enfin, les mecs ils font n'importe quoi et du coup ça provoque de la violence. Et alors que t'aurais rien fait, tu étais juste là pour manifester et gueuler un peu des slogans,
bah t'es dans une impression presque insurrectionnelle, quoi. Et je pense qu'en essayant de matraquer un petit peu, alors que ce soit avec des sanctions disciplinaires ou que ce soit violemment le mouvement étudiant ou le mouvement ouvrier, eh ben, ils sont en train aussi de radicaliser le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier parce que bah, tu te dis que c'est dégueulasse et tu te dis que tu n'as plus rien à perdre et presque tu te transcendes un petit peu là-dedans. Donc je pense que c'est assez juste le fait que ce soit pas forcément très intelligent pour eux de faire ça, mais le problème c'est qu'ils ont pas d'autres arguments parce qu'au fond, ils ont tort un peu sur le fond. Tu parlais du deux poids deux mesures avec l'Ukraine, c'est assez vrai aussi. Si tu parles, je pense, à votre président d'université de l'Euromaïden, il va dire ah oui, c'est super, c'est le peuple, machin, ils vont dans les rues. Par contre, quand le peuple va dans les rues en France, là, ça devient honteux, ça devient presque des islamistes, des pro-Hamas ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc en fait, il y a vraiment ce côté deux poids deux mesures et ce côté en fait où à travers quelque chose où la personne va te dire je suis pour la démocratie, pour la paix, pour les lois, par exemple la loi là sur les tracts ou je sais pas trop quoi dont vous parlez, en réalité il y a des vrais intérêts de classe, des intérêts impérialistes qui transpirent et je pense que les gens le voient de plus en plus et c'est pour ça qu'on se ligue contre eux, quoi. On Sur pourrait peut-être le, passer. Ouais, je sais pas si tu as des choses à le rajouter Maïdan, sur ça. Ouais. sur le Maïdan, vu que t'en parles, je pense que c'est important pour plein de gens qui seraient pas au courant. Faut savoir, c'est des milices fascistes hein, qui prennent le pouvoir après. Et le 2 mai 2014 à Odessa, suite à la prise de pouvoir, ils attaquent la maison des syndicats, où il y avait des communistes et des syndicalistes qui s'étaient retranchés à l'intérieur. On parle de plus de 50 morts, brûlés vifs, et les survivants achevés à l'arme blanche sur le parvis de la maison des syndicats. On donne l'exemple de notre camarade qui faisait partie de la JC d'Ukraine, Vadim Papourin, qui avait 17 ans au moment des faits. Bon bah voilà, lui il fait partie des 50 personnes qui ont été brûlées vives et massacrées par ces gens-là. Mais c'est pour ça que des fois les gens comprennent pas la vie des communistes, enfin pas tous les communistes, mais sur l'Ukraine, où parfois, moi je trouve aussi, il y a des communistes un peu ridicules qui vont te dire que tous les Ukrainiens, ils sont tous nazis ou je sais pas quoi, c'est pas vrai, mais il y a quand même un problème avec l'extrême droite ukrainienne, et il y a notamment ce fait assez honteux où le parti communiste a été interdit, où les frères Kononovitch, qui étaient les chefs de la JC, ont été poursuivis, traqués comme des espèces de bêtes, où il y a eu une répression contre les syndicalistes, contre les communistes, par des milices néo-nazis. Et c'est dire ça, en fait, c'est pas de dire ouais, les Ukrainiens, ils méritent forcément ce qui leur arrive et c'est tous des nazis. Mais il y a quand même un problème avec des soutiens européens. Qui, sous le nom en gros de la démocratie, ont aussi soutenu des milices fascistes par des jeux que je peux comprendre, c'est-à-dire qu'étant donné que les Européens sont contre Poutine, bah, ils essaient de faire jouer aussi des gens qui vont faire chier Poutine. Poutine a aussi ses torts d'ailleurs. Poutine a aussi engagé des milices nazies pour essayer de faire des choses, mais c'est plus compliqué que de dire en gros l'Ukraine c'est une démocratie et puis en face Poutine est méchant, quoi. Et des fois ça transpire un peu de ça, l'espèce d'avis un peu Kluxban, un peu bourgeois, un peu otano-centré, quoi. Je pense que nous, on est d'accord entre nous, mais le truc, c'est que je pense que les gens qui écoutent vont pas forcément comprendre notre avis là-dessus, alors que bah forcément, quand tu es un militant communiste, voir que dans d'autres pays, des militants communistes se font brûler vifs par des nazis, ça fait toujours un peu peur, quoi. Après, les communistes se font réprimer de partout, donc c'est le cas en Russie aussi. Bah oui, en plus. C'est, comment dire Alors que les communistes russes, en plus, c'est pas forcément les plus, c'est pas les plus offensifs en plus contre, surtout en temps de guerre, je pense aussi, ils essaient un peu de se planquer. Mais ils ont parfois eu des avis qui étaient, je crois qu'ils étaient pour l'invasion de l'Ukraine, après ce que Poutine a appelé l'opération spéciale, des choses comme ça. Donc ils ont pas été, enfin ça dépend. Il y a eu des tendances aussi. Hein, c'est toujours compliqué de parler d'un parti comme si tout le monde était d'accord. Mais alors qu'ils n'ont pas été ultra offensifs, aujourd'hui ils subissent une répression aussi. Donc Tout à fait. Bon, après, voilà, c'est des positions avec lesquelles nous, on n'est pas forcément d'accord, mais comment on voit les choses, c'est une guerre entre deux entités. Tu as d'un côté la Russie, de l'autre côté l'Union européenne, les États-Unis, on pourrait dire un peu le bloc atlantiste, même si parler de bloc, c'est peut-être simplificateur. Et ils ont choisi l'Ukraine comme terrain de bataille. Et du coup, dans ce cadre-là, tous les coups tordus sont les bons, en fait. Ah, c'est sûr que ceux qui sont baisés, c'est les Ukrainiens qui se retrouvent au milieu de tout ça. Parce que ceux qui les soutiennent, ils les soutiennent parce qu'ils sont très contents d'avoir un terrain de bataille qui n'est pas sur leur terre. En fait, ils peuvent pas gagner. L'Ukraine, ils sont baisés dans tous les cas, quoi. Soit ils vont se perdre contre la Russie, soit ils vont peut-être gagner, mais après une guerre fratricide et sanglante.
Et au final, en plus de ça, faut quand même le dire, la guerre en Ukraine se fait sous le coup de la dette. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'aide européenne a aussi un contre-coup qui va être de briser le code du travail, un peu comme il y a eu en Yougoslavie. C'est-à-dire que même si l'Ukraine gagne la guerre, l'Ukraine après-guerre, ce sera pas un paradis socialiste. Hein. Mais en plus, c'est pas les Ukrainiens qui vont gagner cette guerre. Parce que c'est jamais pour le peuple. Ça, c'est une réalité qui est constante, quoi. C'est que les Ukrainiens, c'est ceux qui vont mourir. Alors peut-être bientôt nous aussi, si on nous envoie à la conscription ou quoi. Les Russes, pareil. Et puis ils vont s'appauvrir, ils vont perdre leurs droits. Si l'Ukraine gagne la guerre, le pays, alors l'État, Zelensky sera content, et tous ses alliés européens aussi. Mais par contre, tu peux être sûr que pour les travailleurs en Ukraine, ça va pas vouloir dire une amélioration de leur situation. Mm. Pas du tout. C'est pour ça que, en réalité, il aurait fallu aussi avoir c'est-à-dire quand il y a de l'aide européenne, en fait, il aurait peut-être fallu pondérer ça en disant, oui, bon, on peut vous aider, je sais pas, financer, ils avaient besoin d'énergie, ils avaient besoin de bouffe, même financer des armes, moi ça me gêne pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a la Russie qui arrive, financer des armes, ça me gêne pas si c'est pour un truc progressiste, c'est-à-dire si on leur dit, nous on vous donne des armes, mais par contre déjà on va pas vous les faire payer, et par contre, vous avez cassé le code du travail, vous allez remettre un code du travail, en fait, vous allez réautoriser par exemple les partis de gauche, parce que les partis de gauche ont été interdits quand même en Ukraine, et en fait c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a balancé des armes, on a mis de l'huile sur le feu, et en plus de ça, la population ukrainienne est en train de se faire libéraliser la gueule et les partis de gauche sont interdits. Donc je trouve que c'est compliqué parce que par contre, en fait j'ai eu du mal à me positionner au début moi sur cette guerre parce que il y a une zone de gris, c'est-à-dire que à la fois je comprends qu'il y a un conflit interbloc et à la fois la position de dire on va rien faire du tout, on va laisser les mecs crever sans leur envoyer d'armes, c'est un peu compliqué aussi. Pourtant leur envoyer des armes, c'est aussi mettre un peu une bille en plus pour la guerre. Je comprends les communistes grecs qui ont empêché les livraisons d'armes par exemple, parce que c'était pour que la guerre ne continue pas. Mais vous voyez, je trouve que ce conflit il est un peu compliqué par rapport à ça. Et j'ai un camarade qui me disait, mais tu sais, le mieux, ça aurait peut-être été d'envoyer des armes et de pondérer ça par des victoires sociales en disant, oui, par contre, on vous les fera pas payer, donc vous n'aurez pas de dette. Et vous maintenez un système social et vous réautorisez des trucs, par exemple les partis de gauche ou des choses comme ça. Ça aurait peut-être été pas plus mal. Après, j'ai pas un avis tranché là-dessus. Mais c'est un conflit que je trouve compliqué. En tout cas, c'est pas le conflit qu'on nous présente comme étant le conflit de la démocratie contre l'horreur et sur lequel il faudrait mettre de l'huile sur le feu à fond. Après, je sais pas si c'est le jour pour parler de ça, mais je trouve que c'est un peu complexe comme truc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez des avis en commentaire là-dessus. Vous pouvez nous expliquer si vous avez des avis. Nous, notre position, pour nous, c'est conflit, c'est une guerre inter-impérialiste, donc entre les deux blocs, même si voilà, on pourrait affiner l'analyse. Et en fait, nous, notre position, c'est dans tous les cas, aucune arme, nous, en tant que communistes français en France, on n'a aucun intérêt, et même, comment l'aide, elle est organisée vers l'Ukraine, c'est exclusivement pour des intérêts impérialistes. Et en fait, les travailleurs en Ukraine, c'est les premières victimes dans ce conflit. Et en fait, notre position, c'est qu'on ne soutient ni Poutine, ni la Russie, ni le bloc UE-OTAN, tout ce bloc. Et on ne soutient pas, et on lutte déjà contre notre propre impérialisme. Je suis d'accord. Et voilà, c'est notre position. Et du coup, plus largement, on est contre l'Union européenne, qui est un outil du capital pour descendre tous nos droits en tant que travailleurs et qui alimente la guerre. L'OTAN, on est pour la sortie de l'OTAN parce que la France, elle a quand même une place très importante dans cette alliance impérialiste. Et du coup, si nous, on veut la paix, il faut qu'on réclame que l'État, la France doit sortir de ça. Mais sinon, nous, on n'a pas trop ces débats de dire est-ce qu'il faut conditionner l'envoi d'armes ou quoi. Non, c'est pour nous. Oui, je vois bien. Non, mais de toute façon, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, maintenant, c'est un peu la baise et du coup, se positionner est devenu assez compliqué. La réalité, c'est que cette guerre, elle dure quand même depuis, tu as rappelé les événements de 2014, depuis quasiment 10 ans, en réalité, avec des événements à plus bas bruit il y a 8 ans qu'aujourd'hui, évidemment. Mais la réalité, c'est que nous, en tant que communistes, je sais pas vous, mais moi, je me suis positionné depuis longtemps. En fait, je me suis pas positionné il y a un an, quoi, là-dessus.
et qu'en fait c'est devenu la merde à partir du moment où il y a la Russie qui a décidé de répliquer fortement. Mais le problème, c'est que ceux qui aujourd'hui parlent de la guerre n'en parlaient pas forcément il y a 6 ou 7 ans, alors que c'était peut-être là qu'il fallait calmer le jeu, et que c'était beaucoup plus facile de calmer le jeu pour le coup à ce moment-là. C'est qu'une fois que tu as Poutine qui est sur le territoire, Poutine, tu as l'armée russe qui est sur le territoire, bah, c'est plus compliqué de dire ouais, on se positionne pas, parce qu'en réalité, il y a des gens qui vont quand même mourir sur le territoire. Le problème, c'est qu'envoyer des armes, est-ce que ça va régler le truc? Je sais pas. Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de compliqué. Bon, de toute façon, on va pas régler ça aujourd'hui, je pense, mais Ce vous qu'il faut voyez quoi. comprendre, c'est que là, on a parlé de ça et de la Palestine comme deux choses différentes, mais il faut bien comprendre que c'est lié. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Biden, hein. Biden, il dit Israël et l'Ukraine, c'est les postes avancés de l'Occident. Il a sorti ça là il y a quelques mois. Donc, je pense que nous, on doit tirer de ça quand même un truc qui est de dire on va vers la Troisième Guerre mondiale. Ça, c'est le capitalisme en crise qui va vers la guerre. Je pense qu'il y a suffisamment de gens qui peuvent comprendre cette logique-là. Mais la comprendre de manière générale dans un bouquin, c'est une chose. Et arriver à la reconnaître quand elle est sous nos yeux, ça, c'est une autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit le prendre. On est dans la période de l'escalade militaire, diplomatique, industrielle, où on va vers la guerre. Et ça transpire dans tous les aspects de notre société. Quand Macron il parle du réarmement démographique, par exemple, ça fait une petite parenthèse, mais il y a le côté réactionnaire qu'il a toujours eu avec l'Église derrière, etc., où du coup, bah, on va attaquer les droits des femmes. Et derrière, sur la question toutes les questions sociétales, sur toutes les questions de mœurs, sur toutes les questions d'orientation sexuelle, de minorité de genre, etc., ce qui se passe au Sénat. Macron, il a ce côté-là réactionnaire, malgré sa façade un peu libertarien. En fait, au fond, c'est quand même le gars qui a super lien avec l'Église, qui a revendiqué son titre de chanoine de Latran, etc. Sur le réarmement démographique, il arrive quand même à mettre l'armée là-dedans. Et donc la guerre, elle est dans tous les pores de la société. Autre exemple, la transition écologique. Là, c'est la bannière de toutes les grandes entreprises françaises, notamment des entreprises comme Total et la CMA-CGM qui sont dans les plus gros pollueurs et aussi les plus gros milliardaires. Bon, bah, eux, ils nous parlent tout le temps de la transition écologique. Mais si on gratte un peu, il y a la restructuration de l'appareil productif en Europe pour préparer la guerre. Ils ont tiré les enseignements du Covid, de la crise des semi-conducteurs, du blocage du canal de Suez. Ils se sont rendus compte que ils étaient dans une phase, suite à tous les mouvements de délocalisation, toute la division internationale du travail, où ils étaient devenus trop dépendants de productions avec lesquelles les liens diplomatiques ils étaient flous, ou alors que pour des raisons entre guillemets techniques, mais j'ai envie de dire, enfin voilà, par rapport à la maladie, par rapport au blocage physique du canal, c'était compliqué pour eux. Et là, du coup, ils nous ont sorti et accéléré cette question de la transition, mais pour restructurer, pour se préparer à la guerre. Et ça sert évidemment toujours du point de vue économique. On prend de l'argent public et on fait des cadeaux aux entreprises. Mais l'argent public, on ne devrait pas faire cette distinction-là entre argent public et argent privé. Dans la plus-value, qui vient uniquement du travail, soit on la récupère nous, et c'est notre salaire, soit ce qu'on ne récupère pas, ça finit toujours dans les poches du grand patronat. L'argent public, c'est une construction, un concept qui est construit comme ça pour éloigner cette idée-là. Mais l'argent public, il est financé par notre argent, et puis il retourne dans leur poche aussi. Donc c'est toujours une manière de nous... Oui, bah c'est quand ils appellent les cotisations des cotisations des charges, c'est pareil. Oui, les gens oublient que leur salaire, c'est pas leur salaire net, c'est du salaire brut, et puis il y a un net dedans, et puis il y a, puis il y a des cotisations alors, dedans. ça c'est sûr, mais je pense que sur la question de l'argent public, il y a encore un autre débat qu'on a moins réussi à avoir, parce que quand même, avec les mouvements pour défendre les retraites, cette question-là des cotisations, elle a pu être posée dans le débat public. Mais cette notion-là d'argent public, c'est quand même un délire, parce qu'on nous dit on va donner de l'argent public en cadeau sans contrepartie à des entreprises. Donc déjà, ça vient de nos poches à nous, et pour le coup, ça s'est pris après le net. Et en plus de ça, il va y avoir des contreparties. Et les contreparties, c'est des réformes comme les retraites. Donc, oui. Donc voilà. On s'est un peu éloigné, pardon. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. On pourrait peut-être, sachant qu'on a un temps qui est restreint quand même, présenter un peu la JC13, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que Léon Desfontaines a dit l'autre jour que la JC Loire faisait pas partie du MJCF, et c'est faux. La JC Loire fait partie du MJCF depuis 2019, je crois. Par contre, la JC13 ne fait pas partie du MJCF. Big up aux camarades de la Loire. Oui. On passait ici aussi il y a pas longtemps. On a passé le message à Marseille, peut-être on peut le redire là aussi.
C'est Glucksmann, si tu viens, il n'y a pas de souci. Nous, on sera là aussi et on prendra exemple sur nos valeureux camarades de la Loire. Mais carrément, carrément. Et donc, du coup, oui, la JC13 n'est pas dans le MJCF, je crois. Donc, vous êtes une JC un peu particulière et vous n'êtes pas le MJCF 13. C'est-à-dire qu'il y a aussi un MJCF 13. Donc, en fait, vous êtes trotskistes, vous êtes scissionneurs. C'est ça. Ouais, Alors, en fait, non. Enfin, en tout cas, nos lignes politiques, nous sommes marxistes-léninistes. Nous sommes entre guillemets la JC historique, parce que elle a été refondée autour de 2005. Il y a eu toute une histoire de lutte interne de la JC13 dans le MJCF. juste quand tu dis refondé, c'est que faut comprendre dans les années 2000 environ, le PC avait un peu décidé qu'il n'y avait plus vraiment de JC, juste des collectifs jeunes dans le parti. Et du coup, il y a eu un peu une coupure dans l'histoire de la JC, mais ça, c'est partout en France. Et vers 2005, ça s'est un peu reconstruit. Après, il y a eu le CPE en 2006. C'est un peu là que toutes les JC sont reconstruites. Et du coup, on va dire que, alors, depuis, on va dire, je ne vais pas mettre des chiffres, mais depuis, on va dire, la loi travail, toute cette phase-là, il y a eu une phase enfin, en gros, la lutte interne dans la MJCF, elle n'a pas été. Enfin, il y a eu des purges de camarades qui étaient marxistes-léninistes, en gros, il y avait un camp qui se construisait avec d'autres fédérations et qui, en fait, s'est pris une grosse répression en interne et qui a été dans l'incapacité de prendre le contrôle de la direction face aux opportunistes et aux réformistes. Euh, et, et, du coup, vers la fin, jusqu'en 2019, on a commencé en fait, on partageait les locaux avec le PCF, mais on était deux organisations différentes dans les faits. En fait, les contradictions sont tellement montées que, à un moment, on a été convoqué en mode bon, bah, si on flanche pas sur nos positions politiques, eh bien, on va nous remettre en cause l'accès aux locaux et la question financière, tout ça. Et en fait, on a, comment dire, on a tenu bon sur nos positions politiques et du coup, ça a amené, du coup, après les élections européennes et notre congrès en juin 2019, à nous virer des locaux du PCF à Aix, à Marseille. Ah, c'est le PCF qui vous a viré, du coup. C'est ça. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait plus de jeunes au PCF. Mais en fait, parce qu'il y a des jeunes maintenant au PCF, peut-être. Hein? Parce qu'il y a des jeunes maintenant au PCF, peut-être. Du coup, ils ont recréé une JC en fait suite à ça. Ouais. Je plaisante, je faisais une blague sur la moyenne d'âge des gens au PCF, mais. Bien compris. Dans tous les partis communistes, c'est comme ça, il n'y a pas que le PCF. Bon, peut-être pas Révolution Permanente, qui est un jeune parti avec beaucoup d'étudiants, mais limite, c'est le problème inverse, peut-être à Révolution Permanente. Mais dans beaucoup de partis communistes, quand même, c'est un peu le problème des populations vieillissantes. Mais c'est en train de se refaire quand même. Je pense que depuis 5-10 ans, quand même, le mot communiste redevient un mot entendable auprès des Occidentaux. Et d'ailleurs, on le voit même au MJCF maintenant. Commence à s'affirmer un peu un truc qui se dit marxiste-léniniste, qui dans les faits ne l'est peut-être pas forcément, mais voilà, qui commence à renouer avec une certaine tradition plus radicale, je pense. Il y a une génération après qui sort de la lutte pour les retraites aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois qu'il y a un mouvement social, la jeunesse, elle s'implique plus ou moins dedans, ça dépend des périodes, mais ça crée la conscience. Et on l'a vu chez nous, puis en parlant un petit peu, même si on n'est plus dans la MJCF, il y a quand même pas mal de gens qui nous parlent encore. Et on voit que c'est le cas partout. Mais c'est vrai que c'est incroyable, cette montée de la conscience et cette émergence de la conscience à partir du mouvement social. Mais on voit vraiment le côté vraiment matérialiste là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vis ta vie, tu vois. Et il y a un mouvement social où tu peux pas ne pas être pour ou contre. Et tu peux pas ne pas avouer que tu es réactionnaire ou prendre conscience en fait que t'es pas réactionnaire et que tu dois lutter. Alors il y a des gens qui passent à côté de mouvements, mais il y a des mouvements comme ça qui te demandent quand même de te positionner. Et c'est pour ça que je pense que le conflit israélo-palestinien avec le génocide en cours, avec la médiatisation quand même qu'il y a autour de ça, pousse les gens à se positionner et est un gros facteur de naissance d'une conscience, quoi. Moi, puis je pense ce qu'on a vu nous aussi, c'est que c'est même un peu les discussions qu'on a entre militants de différentes organes et de ce mouvement-là pour la Palestine. Ça nous fait progresser en conscience ensemble, mais pour nous. Pas que on comprend mieux ce qui se passe en Palestine. On comprend mieux ce qui nous arrive chez nous aussi, quoi. Et ça, c'est un aspect qui est peut-être pas assez mis en avant. Carrément. Et donc, du coup, vous vous êtes fait virer par le PCF, et du coup, depuis quoi? Depuis quand? Alors, 2019, mais j'aimerais aussi faire une petite note parce que, en gros, ça ressemble un peu à la situation actuelle avec les camarades de la Loire.
dans le sens où en 2019, on nous a viré sous prétexte d'une vidéo qu'on avait produite avec deux autres fédérations de la JC, où en gros, on dénonçait, on était pour l'abstention pour les élections européennes, et contre l'UE, l'OTAN, etc. Et du coup, il y avait un montage vidéo qui mettait tous les politiciens bourgeois qui promouvaient l'Union européenne. Et entre Macron et Le Pen, il y a eu un petit Yann Brossa qui est passé dans le montage vidéo. Et en fait, ça a été le prétexte utilisé officiel pour nous exclure des locaux dans le 13. Je comprends pas comment on peut vous. C'est parce que c'est le PCF, parce que le PCF arrête pas de donner des ordres à la JC, mais la JC est indépendante du PCF. Je veux dire, t'as le droit de te moquer de Diane Brossa si tu veux, normalement, à la JC. Bah, en tout cas, ils ont estimé qu'on a le droit de faire ce qu'on voulait, mais plus dans leurs locaux. D'accord. Et après, techniquement, on n'a jamais reçu de lettre d'exclusion du MJCF. Je sais pas si on pourrait s'amuser à vouloir mener un espèce d'argumentaire juridico-politique pour expliquer que techniquement on est encore dedans. Mais la réalité, c'est Bah, que si vous avez jamais été viré, vous pourriez. techniquement, oui, mais après, la question, on doit la traiter de manière politique. Et en fait, cette séparation organisationnelle, elle vient après une séparation politique qui n'a été que grandissante. Et en fait, notre exclusion, elle s'est faite en 2 temps du PCF. Le premier temps, c'était au niveau de la section d'Aix, avec laquelle on partageait vraiment énormément un local, et après au niveau fédéral. Et quand il y a eu l'Assemblée générale de la section d'Aix du PCF qui a décidé de nous virer des locaux, etc., le rapport introductif qui a été fait, il était limpide. C'est-à-dire qu'il nous a détaillé toute l'histoire du grand tournant vers la droite du mouvement communiste, et pas que français, international, avec tous les reniements. Donc, on peut parler de la dictature du prolétariat, du centralisme démocratique, du respect de la République, du lien avec la social-démocratie. Tout ça a été brassé. Il y avait même des citations de notre journal L'Avant-Garde 13 qui ont été insérées dedans. Et la conclusion de ce rapport-là, c'était la question, c'est pas la vidéo, c'est pas les élections européennes, c'est même pas que l'Union européenne, c'est le fond, on sera jamais d'accord. Et donc en fait, si tu veux, évidemment on s'est défendu, mais 5 ans plus tard, quand on regarde un peu ça, en fait il y a une logique. Et nous, on pense que notre avenir, il se situe pas là-dedans. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas plein de communistes qui sont très bien au sein du PCF et au sein du MJCF, et nous, on parle à tout le monde. Mais si on parle de structurer notre mouvement communiste et de se poser la question collectivement, avec y compris tous les gens qui se la posent, de comment on se donne des perspectives, pour nous, c'est pas dedans qu'on pourra construire. Ouais. Mais je vais te dire un truc en plus, moi, tous les trucs d'abandon de la dictature du prolétariat, d'abandon même du marxisme-léninisme, c'est déjà quelque chose que je critique, mais c'est quelque chose que je critiquerais moins d'un point de vue de quelqu'un qui propose quelque chose. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on a abandonné des choses et on n'a pas proposé grand-chose derrière en fait, et que ça a été plus du coup un abandon qu'un dépassement. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vraie théorie qui me dit ouais moi je pense la dictature du prolétariat. Bon déjà on pourrait dire que le terme aujourd'hui est un peu compliqué à assumer quand tu dis ouais je suis pour la dictature du prolétariat, les gens te regardent un peu en 4D parce qu'ils comprennent pas trop ce que c'est. Mais à la limite tu vois tu pourrais faire une théorie en changeant un peu le terme et puis que ça revienne à peu près au même. Le problème c'est que ça n'a pas été dépassé, ça a été tout un tas de reniements. Enfin moi je le vois comme ça quand je regarde l'histoire du Parti communiste français a posteriori, je le vois comme tout un tas de reniements, et on finit aujourd'hui avec un Roussel où je le répète tout le temps sur ma chaîne, moi mon problème avec Roussel, c'est pas tant qu'il tape la France Insoumise, c'est qu'il tape sur la France Insoumise par la droite. C'est ça le problème. C'est qu'il taperait sur la France Insoumise par la gauche en faisant un peu le vieux marxiste-léniniste orthodoxe. À la limite, ça me plairait plus, parce que je me dirais, ouais, le gars est un petit peu radical, mais en fait, il tape sur Mélenchon en disant, ouais, quand même, il est un peu trop radical, regardez, il est pas dans la bienséance bourgeoise et tout, mais c'est de la merde, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça qu'on crée de la conscience de classe pour le coup, parce que là, on est en train de dire qu'il faut continuer à jouer le jeu de la bourgeoisie. On l'a bien vu avec Léon Desfontaines, ce qu'il a fait. On n'en a pas trop parlé avec les camarades de la JC Loire parce que j'ai pas voulu les amener sur ce terrain pour pas leur provoquer de problème non plus avec le MJCF parce qu'ils sont dans le MJCF. Mais ce qu'a fait Desfontaines avec le MJCF, avec la JC Loire en disant qu'ils n'étaient pas dans le MJCF alors que c'est faux, en disant que s'ils sont dans le PCF, ils vont se faire virer, que c'était honteux de virer Glucksmann du 1er mai, mais c'est délirant. Enfin, Glucksmann, il a rien à foutre au 1er mai. Glucksmann, il est pas dans le camp des travailleurs, quoi. Ils auraient viré, je sais pas,
même quelqu'un de l'aile gauche du PS, ils auraient viré Gérard Filoche, ça aurait été un peu débile, quoi. Mais ils ont viré Raphaël Glucksmann pour voir. Raphaël Glucksmann, c'est un libéral assumé, c'est pas honteux de le virer. Et en plus de ça, c'est ce qu'il disait, c'est que au final, toute la population, c'est-à-dire tous les gens qui étaient en train de défiler, ils étaient d'accord pour le virer, quoi. Donc, vraiment, cette droitisation du PCF, en tout cas de la direction du PCF, je trouve ça assez insupportable, quoi. Faut quand même savoir que la FI aussi a condamné l'exclusion de Glucksmann, hein, il me semble. Ouais, je l'ai dit aussi, oui, oui. La FI aussi l'a condamné, ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça problématique parce que la réalité, c'est que je pense que tout le monde aurait compris, surtout au niveau de la radicalisation et de la manière dont est montrée la France Insoumise. Les gens qui veulent France Insoumise aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas peur de la diabolisation parce que la France Insoumise est diabolisée. Donc ils auraient dit, ouais, mais attendez, Glucksmann. Ils n'étaient pas obligés de dire c'est nous, parce qu'en plus, c'était pas eux. Mais ils auraient pu dire, bon, soit ne rien dire, soit dire, voilà, Glucksmann, il a été viré par la foule, on devrait se poser la question de pourquoi. Je veux dire, c'est pas la France Insoumise qui l'a viré, c'est la foule. Comment ça se fait que des gens dans une manifestation de gauche considèrent que Glucksmann ne les représente pas? Moi, je trouve qu'il y a une vraie question politique derrière tout ça, et que ça n'a pas été abordé. Ça a été, ah ouais, c'est grave, c'est de la violence. Ça va, ils ont hué un mec et ils l'ont viré d'une manifestation. Et il y aurait eu de la violence physique, je l'aurais condamné. Je pense que le but, c'est pas de fracasser Glucksmann dans la manifestation. Mais l'escorter en disant, en huant, bon, ça me paraît être le jeu, quoi. Hein. Après, où est la violence? Enfin, je veux dire, on se fait exploiter tous les jours. Glucksmann, il a été en Géorgie, il a fait arrêter des opposants politiques. Mais si lui, on va le tirer un peu sa chemise, les gens vont partir en prison. C'est toujours pareil. Hein. À chaque fois que c'est la violence de l'exploiter et de l'opprimer, là, il faut crier partout, il faut absolument condamner. C'est comme dès qu'on passait sur un plateau télé, on ne pouvait pas dire 3 mots pour la Palestine sans répondre 3 fois à la question, est-ce que vous condamnez le Hamas? Nous, en ce qui nous concerne, on a toujours refusé de condamner quoi que ce soit, et y compris de parler de la résistance de manière dans son ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi on condamnerait le fait qu'un politicien bourgeois se fasse un peu chahuter, alors que c'est ces gens-là qui nous massacrent, quoi. Le chômage, c'est 14 000 morts par an en France. Récemment, il y a eu 135% d'augmentation des suicides de chômeurs. Et Glucksmann a le même programme que Macron sur les questions économiques. Et même la France est la championne d'Europe des accidents du travail mortels, je crois. Hein. C'est la catastrophe. La violence, elle est là. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et ça, c'est un truc, j'en parle pas assez sur la chaîne, parce que j'ai pas assez d'informations par rapport à ça, il faudrait vraiment que je me renseigne. Mais les morts au travail, on n'en parle jamais. Alors que des gars qui tombent d'un toit, qui se prennent une machine sur la gueule ou un truc comme ça, il y en a tous les jours en fait en France. Et c'est vraiment c'est vraiment une honte quoi. Quand on se dit au niveau de technologie qu'on a, au niveau de je sais pas de médecine qu'on a pour mourir au travail, il faut vraiment y aller, tu vois. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un rapport avec le droit au travail, avec l'exploitation, avec la volonté d'avoir des cadences. Moi j'ai un pote qui est syndicaliste, il m'avait dit un truc marrant, il m'avait dit ouais, en gros il voulait faire chier, faire une grève mais sans vraiment avoir une retenue de salaire et faire chier les patrons quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis les sécurités sur les machines. Et tu t'imagines où t'en es quoi? Tu te dis ouais, j'ai remis les sécurités sur les machines et il dit tout le monde était en sueur parce qu'en fait ça va 3 fois moins vite avec les sécurités sur les machines. On en est là quoi. Ça veut dire que les mecs ils bossent tout le temps sans sécurité pour aller plus vite alors que eux ça les enrichit pas plus en fait. Enfin c'est assez délirant le niveau où on en est. Et le jour où il y a un mec qui meurt parce qu'il n'y avait pas de sécurité, on va dire à sa femme et à ses 3 enfants ouais mais c'est sa faute parce qu'il bossait sans les sécurités alors qu'en fait on lui a jamais tellement appris et on lui a très bien fait comprendre qu'il fallait aller aussi vite que les autres employés qui bossent sans sécurité tu vois. Enfin c'est quand même une avant, on avait dans les entreprises les CHSCT, Comité d'hygiène, santé et sécurité au travail. Et en fait, ça, c'était un truc aux travailleurs. Je dis pas que c'était le contrôle ouvrier, tu vois, mais on avait quand même une possibilité d'intervenir sur nos conditions de travail. Alors, il y a 2 lois qui ont beaucoup attaqué ça. La première, c'est la loi Rebsamen. La deuxième, c'est la loi Macron, qui n'était pas encore président, mais qui était ministre de l'économie, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été complètement détruit. Ça, c'était vers 2015-2017, dans ces eaux-là. Depuis, alors après moi je suis assez jeune, peut-être que je vois ça par mes yeux de personne qui a grandi, tu vois, mais depuis, ça s'est multiplié dans l'industrie, les QHE, HSE, etc. Et en fait, c'est tout ce côté-là, santé, hygiène, sécurité au travail, mais qui a été récupéré par le patronat. Et nous, ce qu'on vit beaucoup, c'est que c'est un outil répressif, en fait. C'est-à-dire qu'on crée des règles. Tu dois travailler de telle manière, si tu montes de 30 cm, il faut absolument mettre le harnais, etc. Et en fait, tu peux jamais les respecter, parce que sinon, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et du coup, tu le fais pas, mais ça devient ta faute.
Mm. Et donc, à la fois, si tu as un accident, c'est pour ta gueule, mais c'est plus vicieux que ça. C'est que si on veut te faire des reproches parce que tu as parlé, parce que nanani, ben on va pouvoir utiliser ça, parce qu'on a fait ce dossier-là sur toi. Mm. Et on va remonter des statistiques. Moi, j'ai déjà été convoqué par un chef dans une autre boîte où je bossais pour une histoire comme ça. J'étais monté de 30-40 cm, j'étais même pas en train de faire quelque chose de compliqué, juste je regardais, on dépannait un truc, quoi. Et il y a la responsable HSE qui passe, et elle me voit comme ça, elle me dit il faut mettre le harnais, etc. Je dis c'est pas possible, je passe mon temps à l'enlever et à le remettre sinon. Et convocation, blâme, donc on te fait un dossier. Et ben, si après tu vas parler pour dire qu'on n'a pas assez payé, que, il faudrait qu'on ait des meilleures conditions de travail ou plus d'embauche, ben là on va te dire ah par contre on a un petit problème, là sur la question de la sécurité au travail, tu as eu déjà un blâme, faudrait pas qu'on t'en mette un deuxième. Et vraiment la sécurité est devenue un outil répressif. Mm. Et le problème en rebond de ça, ben, c'est tous les collègues qui disent ben, en fait la sécurité, moi c'est le truc du patron et c'est contre moi, du coup je suis contre la sécurité. Il y a un Mm. réflexe très immédiat, tu vois. Et du coup, bah, je mets aucune protection, je travaille n'importe comment, puis je suis mal payé. Je suis mal payé, donc je vais faire toujours plus d'heures. Là, le travail plus pour gagner plus, il a réussi sur ça, Sarko, hein. Mm. Mais il Mais y a au plein de final, on gagne pas plus. réflexes réactionnaires qui sont nés de ça, hein. Quand tu dis, ouais, les trucs de sécurité, ouais, il y en a plein qui sont là, ouais, à l'ancienne, on faisait pas ça, machin, on mettait pas la ceinture, on mettait. Et parce qu'en fait, ça a été vécu comme quelque chose de répressif au lieu d'être vécu comme une avancée, tu vois. Et ça pose question, ouais. Ça a été imposé comme un truc répressif aussi, quoi. Et c'est une réaction à ça. Je pense que ça, il faut bien le voir comme ça. Juste si on parle de sécurité, peut-être si on peut dire un mot pour nos camarades des PAMAR. Je sais pas si tu veux le. Euh, non, vas-y, Ouais. vas-y, tu maîtrises mieux. Ok, bah, c'est des camarades qui sont en grève actuellement. Je crois qu'ils étaient à 138 ou 139 jours, donc ils doivent avoir passé les 140 là. Ils travaillent dans une blanchisserie à Marseille. C'est une blanchisserie qui fait du matériel hospitalier pour un groupe privé d'ailleurs, pour l'hôpital. C'est le groupe Sainte-Marguerite, mais ce n'est pas l'hôpital Sainte-Marguerite qui lui est public, si je dis pas de bêtises. Donc ils font de la blanchisserie, donc ils font les draps, ils font les blouses, donc pour les usagers et pour les soignants. Et il faut savoir qu'en fait les conditions d'hygiène là-bas sont lamentables. Tu mélanges du propre et du souillé. Euh, il faut savoir qu'à l'hôpital, il y a toute une problématique qu'on appelle les maladies nosocomiales. C'est en fait les maladies que tu chopes à l'hôpital, donc des staphylocoques dorés, etc. Eux, ils sont en contact avec tout ça. Ils sont en contact avec des draps. Ben voilà, c'est l'hôpital. Tu as des patients qui peuvent Il y a se du souiller. sang et des trucs, ouais. Il y a du sang, des escarres, il peut y avoir des excréments. Ils sont en contact avec ça. Je crois qu'ils n'ont même pas de gants. Euh, des conditions horribles. Après, ils nous expliquent, ils sortent du travail et ils prennent le bus avec plein de gens. Ils peuvent leur refiler ça. Et ils nous disent pour les usagers, il y a un danger qui est énorme aussi, un danger sanitaire, parce que toute la stérilisation des blouses, des draps, il n'y a aucun process respecté. Mais ils ont pas de Ils ont gants, des pourquoi? Parce conditions que de travail. le patronat refuse de leur en donner? Ouais, ouais, ouais. Ils ont des conditions de travail scandaleuses. C'est beaucoup des gens qui sont issus de l'immigration. Euh, il y a beaucoup de camarades là-bas qui sont comoriens, quelques-uns qui viennent du Maghreb ou d'autres pays. Je ne te parle pas du racisme là-bas. Donc il y a les petits surnoms, il y a ceux qui veulent jeûner, à qui on force à boire pendant la période de travail. Euh, Ils ont un management et une équipe de direction à la fois qui ne savent pas que la commande en tour a levé le camp depuis quelques années, et à la fois qui se prennent pour des mafieux, quoi. Donc on a eu droit aux petites menaces de mort sur le parking, des choses comme ça. C'est des salariés Mais qui... attends, c'est sorti dans la presse, ces trucs-là? Ouais, 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 bien sûr. Bon, c'est Putain. la, c'est la CGT qui soutient cette lutte-là, et nous, on est là en solidarité avec eux. Juste on dit un mot si on peut pour eux, quoi. Ils tiennent bon depuis extrêmement longtemps, c'est pas des gros salaires non plus. Ils ont un courage qui est énorme, ils sont incroyables. Euh, c'est des combattants, quoi. Et voilà, on veut juste leur envoyer la force tant qu'on peut, quoi.
Carrément, carrément. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez une cagnotte ou je sais pas quoi, qu'on puisse mettre dans les commentaires ou un truc du genre pour eux. Je sais pas Ouais, s'il y bah, je a, pense qu'on peut, on peut s'il y a des regarder. articles de journaux, des trucs comme ça, quoi. N'hésitez pas. Hmm. Est-ce qu'on a autre chose? Là, on a fait déjà 55 minutes. C'est pas mal si on veut que les gens puissent regarder la capsule, que ça fasse moins d'une heure en général. Je pense que c'est peut-être mieux pour Est-ce qu'on a cliquer si oublié vous quelque avez un chose? mot de la fin ou un truc à aborder. C'est vrai qu'on a parlé pas mal de choses. À la limite, peut-être pour revenir sur les poursuites disciplinaires. Ouais, donc attends, c'est le 13 mai, parce que là, on va sortir de la capsule Ouais. peut-être le 12 mai, par exemple, ça peut être pas mal, donc Ouais. on la sort le 12 mai. Donc le 13 mai, il faut vous rejoindre où et quand? Alors, du coup, le 13 mai, donc, le rassemblement, il est à 14h30 au siège d'Aix-Marseille Université, au Pharo, à Marseille. Voilà. Ok. On a la camarade Odile, elle passe devant une commission disciplinaire, donc vers 15h. Moi, c'est vers 17h15. L'idée, c'est d'être présent le maximum et tout le long du rassemblement en solidarité, parce que c'est aussi, plus on est nombreux, plus ça pose un rapport de force, et plus ça a un prix à payer, en fait, de nous cibler, d'essayer de nous mettre une sanction, quoi. Et surtout qu'il y a un enjeu politique aussi, c'est que si on gagne en mode il n'y a aucune sanction, ça crée un précédent pour faire sauter aussi ce règlement intérieur qui empêche de tracter sur le campus et qui est scandaleux depuis des années, en fait. Et vous avez donc il y a le comité de lutte des JC, on y appelle, mais c'est aussi on a appelé à la solidarité envers toutes les organisations possibles, syndicales, politiques, et du coup il y a des communiqués qui commencent à sortir, etc., pour appeler à ce rassemblement. Mais il faut vraiment être voilà un maximum parce que ça va plus loin. Et si on est sanctionné, il ne faudra pas s'étonner qu'ensuite Amuse systématisera en fait toutes ces poursuites quand les étudiants pour étouffer les luttes futures, enfin déjà actuelles et les luttes futures. Et en fait, ils veulent, s'ils nous ciblent nous, c'est pour faire des exemples. Et donc, c'est d'où l'enjeu c'est pour ça qu'on appelle la solidarité et qu'un maximum de gens puissent venir le 13 mai. Ok, Je sais pas si vous voulez carrément, un mot de la fin, Marius? Bah, ouais, peut-être c'est un appel qu'on fait souvent en ce moment, c'est de dire tous les jeunes qui veulent lutter contre le capital, dans toutes les formes que ça puisse prendre, nous on pense que, enfin, on sera là à leur côté en fait. Et ça, c'est un truc qu'on veut dire le plus largement possible. Alors dans le 13, mais s'il faut aller plus loin, nous on peut aller plus loin. Mais c'est ce qu'on veut dire. C'est que tous ceux qui veulent lutter, ils seront pas seuls. On sera là pour eux, dans toutes les formes que ça prendra. On a des camarades dans un lycée là qui sont en train de se prendre des amendes parce qu'ils ont malheureusement ils sont dans un quartier populaire et eux du coup dès qu'ils font quelque chose ça tombe sur eux. Bon bah c'est pas grave, on est en train de les contester ces amendes et on s'est déjà engagé, personne ne payera rien. La répression, on ne doit pas tomber dans la martyrologie. La lutte c'est la vie, il y aura toujours la lutte. Donc nous c'est un message qu'on veut envoyer, c'est tous ceux qui veulent lutter, ils seront pas seuls en fait. Et ça c'est la chose la plus importante qu'on doit dire en ce moment parce que c'est vrai que ça peut être difficile. Mais en fait on peut y arriver et tous ensemble. Donc voilà, je pense que ça peut être ça le mot de la fin. Nos luttes, elles sont énormes, elles sont diverses. Et ben, on les fait vivre ensemble, on les fait se rencontrer et on essaie d'en élaborer une synthèse et pas juste de les superposer ou de les additionner. Et la synthèse de tout ça, c'est que tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, ben, en fait, tout ce qui nous arrive et tout ce contre quoi on se bat, ben, ça continuera de se reproduire. Donc il faut qu'on trouve ensemble les formes et les manières. C'est toujours les débats qu'on a mais le fond, il est là. Et ceux qui ont compris ça, il ne faut pas qu'ils doutent. Il faut qu'ils sachent qu'ils aient raison et qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'en tout cas, nous, on prend l'engagement de faire le maximum pour être à leur côté. Et écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Je pense que c'est important le travail que tu fais aussi. On Ouais, peut parler de la question médiatique, mais ça fait partie de l'organisation. L'organisation, c'est à la fois évidemment des actions pratiques, mais aussi essayer d'avoir des choses pour pouvoir faire passer des messages. Et puis en tout cas, je vous remercie aussi. Sur ce, je vous dis, bon, vous pouvez donner sur mon Tipeee si vous voulez, mais vous pouvez donner aussi une cagnotte si vous nous avez formé une cagnotte, c'est même mieux. Et puis, je vous invite à suivre. J'imagine que vous avez des réseaux, peut-être JC13 ou JC Bouches du Rhône. Je sais pas si vous avez un truc, un Oui, Insta. on a tout. oui, bon, on peut te les envoyer pour que tu le mettes en commentaire, enfin en description sur YouTube, mais Facebook, Instagram, on a Telegram. Telegram. Après, de manière moins régulière, mais TikTok, YouTube, on publie des interventions lors de manifs, etc. Mais Très bien. l'actualité, vraiment, plutôt notre site internet, Facebook, Insta et Telegram.
Ok, bah très bien. Et on mettra tout ça en commentaire ou en description. Et je vous invite à suivre aussi la chaîne, à suivre la chaîne principale, pas du ring. Et sur ce, je vous dis à plus. Merci à toi.